Alors, allons-y, plongeons, Michel Onfray, si vous le voulez bien, du côté de sagesse. Allons-y avec sagesse. Euh, on se demande, au son du piano de Carole Beffa, ce qu'est la véritable sagesse aujourd'hui. Vous nous dites, pour comprendre aujourd'hui, utilisons un rétroviseur et regardons bien, fixons une ligne. Cette ligne, elle nous emmène vers l'Antiquité. Pas n'importe laquelle, pas celle des Grecs, dont on nous rebat les oreilles et qui a pignon sur rue, celle de Rome. Ah, oui, mais quelle Rome? Pourquoi vivre en romain? Pourquoi regarder comment vivaient les Romains nous aide-t-il dans le monde actuel? Michel Onfray. Alors, moi, ce livre est un hommage à mon vieux maître Lucien Gerfagnon qui m'a sauvé la vie. Donc, je sais qu'on peut sauver la vie de quelqu'un avec de la philosophie et qui plus est avec de la philosophie romaine. Sauver la vie? Oui. L'expression n'est pas trop forte? Bon, je raconterai un petit peu ce qu'était ma vie à cette époque-là. Quand j'arrive à 17 ans à l'université, donc j'ai quand même traversé pas mal d'épreuves. Et il faut donner un sens à sa vie quand peu de gens vous ont aidé à en trouver un. Eh bien, il y a un moment donné, on se dit, je fais quoi de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a aucun sens. Quelqu'un arrive, vous donne une boussole, c'est Lucien Gerfagnon, il est prof de philosophie antique à l'université de Caen, et cette année-là, il fait un cours sur Lucrèce. Et ce cours sur Lucrèce, c'est un coup de foudre pour moi, parce que moi, j'ai été fabriqué au catéchisme, par les curés, par mon père, qui sont des gens qui savent ce qu'était le bien, le mal, et qui nous enseignent ces choses-là. Mais en même temps, on se dit, mais je ne crois pas au clou de la théologie pour accrocher cette morale. Pourquoi faire le bien quand, en fait, faire le mal, finalement, c'est plus souvent juteux. Il y a des prospérités au vice et des malheurs à la vertu. À quoi bon faire le bien? Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de Dieu. Comment on s'y prend? Et Lucrèce est quelqu'un qui nous dit, mais on peut faire le bien, on peut faire le mal. La philosophie peut même être hédoniste. Elle peut être lisible, c'est versifié. Mon ami Bernard Combeau a fait une traduction, il est hélas décédé, mais chez mon autre ami Denis Mola. On va être très très concret ce soir pour les gens qui nous regardent. Si vous voulez lire Lucrèce, alors c'est ce grand poème qui s'appelle De Rerum Natura. Voilà. Vous pouvez le trouver évidemment au livre de poche. C'est des traductions un petit peu anciennes, Oui. mais il y a celle-ci effectivement qui est la plus récente et qui est la plus poétique. D'une certaine manière, la seule. Enfin, il y a eu avant, de Pont-Gerville avait fait au siècle dernier, enfin au 19e siècle, une traduction en alexandrin, mais qui trahissait complètement le texte. Là, ce sont des hexamètres qui sont respectés par mon ami Combeau, notre ami, et le texte est... Voilà, il avait lu Supervielle, il avait lu René Char, Combeau, il est capable de tenir la bonne distance entre une poésie qui serait contemporaine, qui serait tout de même lisible, et cette poésie qui fait sens. Et que nous dit Lucrèce? Alors, quand Lucien Gerfagnon nous fait ce cours, il nous fait un cours sur le désir, sur le plaisir, sur la mort, sur la religion, sur l'amour, sur l'amitié. Que des choses concrètes. Vous suivez un cours de philosophie grecque, vous aurez droit au Parménide, de Platon à la métaphysique d'Aristote, et on va vous parler de l'être en tant qu'être. Moi, j'ai eu un cours toute une année pour savoir si on pouvait traduire ousia en grec par substantia en latin. C'était ça, quand même, Aristote. Alors, on peut aimer cette philosophie-là, moi, je ne l'aime pas. En revanche, Lucien Gerfagnon nous disait, mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amitié? Et il nous racontait des choses extraordinaires. Il mettait en scène le bordel à Rome, il citait du Perse, du Juvénal, du Martial, du Properce, du Tibulle, des poètes de l'époque. Il nous racontait le bordel, et puis hop, on arrivait sur deux phrases de Lucrèce, et il nous faisait toute une théorie matérialiste de l'amour. Cyrano de Bergerac, le véritable, le philosophe du XVIIe siècle, est un matérialiste, c'est un épicurien, qui lui aussi est sur cette logique de l'âme matérielle. Un épicurien, pas un pourceau d'Épicure, pour reprendre la phrase de Molière, qui a beaucoup contribué aussi à faire des épicuriens des gens qui se vautraient dans le plaisir, alors que c'est absolument pas ça. Mais pas du tout. D'abord, Molière est un élève de Gassendi, qui lui-même fait partie, au XVIIe siècle, de ces épicuriens baroques. Enfin, moi, je les ai appelés autrement. Enfin, peu importe, j'avais consacré un livre à ces libertins baroques. Il y a une philosophie, elle est totalement épicurienne, et ce que Lucien Gerfagnon m'enseigne à l'époque, c'est que le bien, le mal, ça existe. La vertu, le vice, ça existe. Les dieux n'existent pas, du moins... Ils existent, mais ils sont divers et multiples, ils sont matériels et ils se moquent absolument du monde. Ils ne s'intéressent pas de nos affaires. Ils se foutent de la gueule des hommes, aurait dit Gerfagnon, et ils nous racontaient des choses qui nous servaient à vivre. Moi, ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est qu'elles servent aux gens. À quoi bon s'interroger sur pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? On peut passer sa vie là-dessus. Est-ce que l'être est, l'être n'est pas? Est-ce que le non-être est, est-ce que le non-être n'est pas? Enfin, toutes les questions du Parménide, on peut aussi s'exciter là-dessus. Mais les Grecs font ça, très bien. C'est-à-dire, c'est l'art pour l'art, c'est la philosophie pour philosopher. C'est la beauté du geste. Mais après ça, on peut être le dernier des salauds.
Un latin, un romain nous dit, mais la philosophie, ça sert à vivre. Voilà pourquoi les philosophes de profession, les philosophes de l'université nous disent, les Grecs, formidable, mais pas les Romains. La statuaire grecque, quand vous la regardez, d'abord n'oubliez jamais que la statuaire était peinte à l'époque, elle était polychrome, hein, on la voit aujourd'hui blanche, mais bon. Vous prenez Praxitèle, par exemple, les grands sculpteurs grecs, vous avez une beauté, une espèce de pureté extraordinaire dans les lignes, mais ça n'existe pas des hommes comme ça. Peut-être un adolescent a-t-il 15 jours dans sa vie où il est beau comme ça, sculptural, mais sinon ça n'existe Donc, pas. pour vous suivre, le monde grec renvoie à des idées, Et le monde romain à la réalité. Voilà. C'est-à-dire que la statuaire grecque, quand vous allez voir, eh bien vous avez des chauves, vous avez des gens qui ont des verrues sur le bout du nez, vous avez des bedonnants, vous avez des gens qui ont des rides, vous avez des femmes pas forcément très gracieuses ou très jolies, parce que ce sont des transfigurations, des photographies dans l'espace de ce que sont les gens à l'époque. Alors voilà pourquoi les Romains m'intéressent, parce qu'ils sont utiles. Il ne faut pas de la philosophie pour faire de la philosophie. Ils disent, en cas d'amour, en cas d'amitié, en cas de souffrance, en cas de douleur, en cas de mort, en cas de deuil, voilà ce que tu peux faire. Et ils le disent simplement, non pas en faisant des grandes théories, mais en disant machin, bidule, un tel. Et c'est ça qui est intéressant. Si on est très très concret, il y a deux grandes vertus, j'ai l'impression, qui traversent ce livre et sur lesquelles vous appuyez, qui sont un, l'amitié, deux, l'honneur. On est chez Cyrano. Ben oui. L'amitié et l'honneur, c'est également ce que lui continue de brandir malgré tout. Que signifie et comment être véritablement dans l'amitié et respecter l'honneur, au risque de la mort d'ailleurs? Ah bah oui. Ce sont les exemples que vous donnez. Ah ben complètement, parce que nous ne sommes plus dans une civilisation de l'honneur. Nous ne sommes pas dans une civilisation de l'honneur. Nous n'avons jamais été dans une civilisation de l'honneur. Le christianisme n'est pas une civilisation de l'honneur. La pensée japonaise, par exemple, est une civilisation de l'honneur. Le seppuku, enfin peu importe. Mais je veux dire, il y a chez les Romains cette idée que on est plus que soi. Et dans l'amitié, par exemple, eh bien, alors il faudrait refaire l'histoire de la famille dans l'Antiquité. On n'a pas des mariages d'amour à l'époque. Machin épouse bidule, parce que ce sont deux noms qui s'associent, c'est-à-dire deux fortunes, et on ne va pas épouser quelqu'un qui ne sera pas... Les patriciens n'épousent pas les plébéiens, et vice-versa. Donc, l'amour, c'est ailleurs, c'est autre chose. Il y a le bordel, il y a le mariage, ce sont des choses dissociées. Et pour tout ce qui est affection, c'est d'une certaine manière l'amitié, qui est pour moi l'amour sans le corps. Aujourd'hui, l'amitié, c'est les potes, les copains, etc., les camarades, c'est pas l'amitié. Oui, quand c'est pas virtuel, avec des gens qui mettent un petit cœur sur quelque chose que vous avez posté sur un réseau. L'amitié, c'est vraiment, effectivement, l'amour sans le corps, et c'est ce qui fait que, puisque l'amour, c'est ce qui intègre le corps, et bien effectivement, quand ça vieillit, l'amour, ça vieillit mal. Quand ça vieillit, l'amitié, ça vieillit mieux. On peut prendre quelques exemples concrets. Cicéron, si on veut comprendre l'amitié, je parle du traité de Cicéron sur l'amitié. Est-ce que je dois tout dire à mon ami? Est-ce que je dois, et jusqu'où, lui dire la vérité sur ce que je pense? C'est ça la philosophie romaine. Mais quelle est la réponse? Je vais vous donner la réponse, mais si vous allez chez les Grecs, on va théoriser sur l'amitié, et après vous allez dire oui, et alors? Là, on pose vraiment des questions. J'ai un ami, est-ce que je dois lui dire la vérité? Je sais que, je sais pas quoi, sa femme le trompe, je le sais. Est-ce que je lui dis? Parce que ça peut l'aider, ça peut le sauver, etc. Faut-il lui dire la vérité, etc., etc. Et ça, c'est intéressant parce que chacun se trouve dans cette situation. Un ami qui dit des bêtises, il dit une bêtise, il fait une bêtise, il est en train de commettre une bêtise, je ne sais quoi. Est-ce qu'on lui dit? Cicéron pense que oui, effectivement. C'est-à-dire que ce que doit viser l'amitié, c'est l'édification. Et c'est justement ne pas sortir de la route. Toujours la question de l'honneur. C'est-à-dire qu'il faut vivre... Baudelaire dirait comme si on vivait devant un miroir, mais Cyrano aurait pu le dire aussi. Et ce miroir, c'est l'amitié qui nous le tend. Et l'ami, c'est qui l'on est, parce qu'on honore une parole, parce qu'on tient promesse, parce qu'on aide, parce qu'on aime, parce qu'on met tout en commun. Alors évidemment, les questions posées sur l'amitié sont, est-ce que je peux être ami avec un supérieur hiérarchique? Est-ce que je peux être ami, quand je suis un homme, avec une femme? Est-ce que, quand je suis un intellectuel, je peux être ami avec un manuel pour aller vite et pour utiliser des... Est-ce que je peux être ami avec un salaud, quelqu'un qui agit de manière, de façon que je déplore? Voilà. Question posée par Cicéron et par les anciens. Et il y a une théorie de l'amitié chez Platon, Lysis, il y a une théorie de l'amitié chez Aristote, Éthique à Nicomaque ou Éthique à Eudème. Chez Cicéron, il n'y a que des cas concrets comme cela. Et ce qui est intéressant, c'est que quiconque n'a jamais fait de philosophie lit le texte de Cicéron sur l'amitié, pourra le lire, pourra le comprendre, pourra l'aimer, l'apprécier, et surtout verra qu'on lui parle de lui, on lui parle de ses propres amis. Alors l'amitié disparaît avec les chrétiens, parce que les chrétiens disent qu'il faut aimer son prochain de manière universelle. L'amitié est un sentiment électif. Faut-il avoir plusieurs amis? N'a-t-on qu'un ami? Si on a plusieurs amis, faut-il hiérarchiser ses amis? Eh bien là, la question est, avec les judéo-chrétiens, pas d'amitié,
parce que l'amitié est une offense à Dieu, on ne doit aimer que Dieu, tout amour et toute amitié ne doivent passer que par Dieu, et l'amitié est un sentiment électif. Ça, c'est la chrétienté des premiers temps. Ça a quand même un petit peu changé depuis. Je ne veux pas prendre leur Pas du défense, tout. mais... Non, je crois pas. Ah bon, vous ne trouvez Non. pas? Non, je pense que le dernier des anciens, ou le premier des modernes, c'est Montaigne, et il n'est pas étonnant Ouais. que Montaigne ait aimé la Boétie comme il l'a aimé. Où sont les amitiés romaines aujourd'hui? Il y en a très peu. Ouais. Des Mais de copains, quelle des- Rome parlez-vous? Parce qu'il y a aussi cette Rome qui a persécuté les chrétiens, il y a aussi cette Rome Oui, pas tant qui que ça. se vautrait pas. Pas tant que ça. Sur Même la votre. Attendez, Vous parliez même. des péplums tout à l'heure. Oui, il y a eu Marc Aurèle également, qui fut Oui. philosophe et qui également, sous son règne, a été celui qui a repris les persécutions contre les chrétiens. Vous Oui, m'accorderez. oui, bien sûr. Oui. Il y a eu également la Rome des gladiateurs, même si on en a fait des péplums hollywoodiens. Il y a eu cette Rome des empereurs qui se poignardaient, des femmes, des Messalines et des Agrippines. Elle existe aussi, cette Rome-là. Vous avez totalement raison. Il y a plusieurs Roms, dites-vous, dans votre livre. Au moins 3, mais au moins sur plus de 10 siècles aussi. C'est-à-dire Oui. qu'on a la monarchie, on a la République, on a l'Empire. Quelle Rome vous fascine Ah. et quelle Rome laissez-vous de côté? Alors, c'est la vraie bonne question. D'abord, on sait peu de choses sur la Rome ancienne, la première, la Rome primitive, la Rome de la monarchie, des rois étrusques, etc. Sur l'Empire, on sait des choses souvent fausses. Et ça aussi, c'est ce que m'a appris mon vieux maître Gerfagnon. Tout ce qu'on dit sur Néron est assez faux, ou sur Caligula. Ce sont simplement des empereurs, des historiens qui ont la nostalgie du temps républicain, c'est ma période préférée, bien sûr, qui ont la nostalgie du temps républicain et qui, pour salir l'Empire, disent, regardez comment il se comportait, Caligula, Néron, etc. Néron, l'incendie de Rome, etc. Il massacre les chrétiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Imaginez, je sais pas quoi, une biographie de Georges Marchais écrite par Jean-Marie Le Pen. Elle n'est pas très crédible, quoi. Ouais. C'est assez peu probable. Ou de Staline. On voit bien qu'effectivement, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire la biographie des empereurs a été chargée par des historiens qui avaient la nostalgie de la République. Des gaullistes aujourd'hui qui écriraient l'histoire de... On est sur votre cheval de bataille habituel, c'est-à-dire savoir qui écrit et déconstruire. Oui, bien Bon. sûr. Faire Mais- la biographie. Qui écrit quoi? Pourquoi? Est-ce que quand on... Vous me concédez quand même qu'il y a eu des périodes de l'histoire romaine, Oui. celles d'ailleurs qui ont fasciné, et alors, les tenants du politiquement correct vont encore dire, ça y est, Michel Onfray fait une nouvelle fois le jeu du Front National, parce que Mussolini et Hitler ont Non, été oui. fascinés par la Oui. Rome des empereurs, d'autres Mais diront... ajoutez à ce moment-là que Robespierre l'a été aussi. Absolument. C'est-à-dire que tous ces gens qui pourraient me le reprocher, je leur répondrai que et Saint-Just et Robespierre qui chérissent tant étaient fascinés ont été par Rome aussi de la même fascinés manière. par Rome de Ouais. la même manière. C'est-à-dire que c'est un paradigme, c'est un modèle pour beaucoup trop de gens pour qu'on puisse nommer Hitler ou Mussolini parce que beaucoup s'en sont Alors, servis. attends, on va sortir des querelles par un nom qu'on a un petit peu oublié, et j'ai l'impression que c'est le nom qui parcourt tout votre livre, Caton. Caton l'Ancien. C'est mon chéri, ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, alors, je n'ai pas fait un livre d'historien, là encore. C'est-à-dire que les historiens auront la possibilité de trouver probablement un certain nombre d'erreurs. Je veux rendre hommage à Hélène Monsacré, qui travaille chez Albin Michel et qui est formidable, qui est une helléniste et une latiniste formidable, qui a fait une relecture extraordinaire et technique. Mais les historiens, effectivement, ne trouveront pas leur compte à ce livre. Ça n'est pas un livre d'histoire. Oublions les historiens, parlez-moi de Caton. Alors, Caton est une figure de la rigueur et de l'austérité. C'est le grand Romain, c'est le vieux Romain. C'est le personnage qui estime que la Rome est en train de devenir décadente et qu'il faut résister à cette Rome de la décadence. Plus vous êtes puissant, plus vous êtes décadent. Et à un moment donné, vous êtes tellement décadent que vous cessez d'être puissant. Vous êtes sûr que vous parlez de Rome, pas d'aujourd'hui? De Rome. Et quand vous avez les victoires, les guerres puniques, enfin toutes ces choses-là, des conquêtes, Athènes, je trouve quand même conquise par Rome, vous ramenez beaucoup d'argent. Il y a des choses extraordinaires qui arrivent avec des éléphants, avec de l'or, avec des pierres précieuses, avec des esclaves, etc., etc. Et le luxe arrive. Et la corruption arrive, l'argent, etc., etc. Et on commence à dire, mais finalement, les très grands cuisiniers, les Apicius ou quelques autres, sont des gens qui sont capables de faire des plats extravagants, avec des langues d'oiseaux, des tétines de truies farcies, des vulves de truies farcies, et des choses extravagantes, des poissons qu'on s'en va chercher et qui coûtent un fric flou. On amène ça sur la table, on trouve que c'est pas bon, on jette, etc. Le début de cette fameuse débauche qui a caricaturé Rome. Absolument. Et Caton est le personnage emblématique qui dit « Ah non, c'est pas ça. La grandeur de Rome, elle est dans le courage, dans la piété, dans la vertu, dans le sens de l'honneur, dans le sens de la parole donnée, et pas du tout dans les orgies, comme Pétrone avec le Satyricon, si vous voulez. Quand vous regardez le Satyricon, c'est une débauche totale, les gens qui boivent, qui vomissent pour pouvoir recommencer à manger, etc. D'où le péplum. Parler tout à l'heure du cinéma, l'essentiel de ce que nous savons de l'histoire romaine, sauf les spécialistes, bien sûr, passe par le péplum. Et c'est terrible.
C'est terrible. Je fais l'éloge des gladiateurs. Les gladiateurs, on ne les connaît en gros que par les péplums. Le péplum, c'est quoi? C'est juste l'occasion de montrer que deux types se battent jusqu'au sang, il y a un mort, il y a un gentil, il finit par gagner, le méchant, il a perdu, on lève le doigt, toc, et l'affaire est réglée. Vous rappelez qu'on ne levait pas le doigt, que ça c'est une invention du 19e. Absolument. Et c'est Jérôme, le peintre, le peintre kitsch et pompier du 19e. Les peintres sont souvent à l'origine du début du cinéma et vont fabriquer une légende. Et on fabrique une légende du péplum. Les chrétiens sont très heureux dans cette aventure puisqu'ils disent « heureusement qu'on arrive, nous, regardez ce qu'étaient les Romains ». Des barbares qui faisaient couler le sang pour le plaisir de voir les gens souffrir. Heureusement qu'on est arrivé et qu'on a mis fin à tout ça. Quand vous réhabilitez la figure du gladiateur, est-ce que ça veut dire que le philosophe doit philosopher comme un gladiateur, c'est-à-dire en étant prêt à mourir, en étant prêt également à se donner? N'exagérons rien. C'est ça aussi le gladiateur. On risque quoi aujourd'hui de ne pas être invité chez François à la grande librairie, c'est pas bien grave, oui. Une mauvaise une dans Libération ou dans oui, ça c'est encore moins grave. Le Monde, c'est pas très grave. L'habitude. On s'en remet. Donc d'avoir un méchant truc dans Télérama, s'il s'agit de combattre contre ce genre de petites choses, c'est pas très grave. Alors en quoi non, mais il y a eu des moments. Du gladiateur vous semble-t-il importante? Les intellectuels, par exemple, dont François Georges avait parlé quand il avait fait un numéro de la liberté de l'esprit et qui étaient les Cavaillès, en fait tous les grands résistants, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des gens qui ont renoncé à une carrière d'épistémologues, de scientifiques, parce qu'ils sont allés au combat, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Je pense à tous les gens qui, sous les régimes soviétiques ou les régimes dictatoriaux, se sont opposés, comme Solzhenitsyn, etc. Là, on risque sa peau, on risque sa vie, on risque la vie de sa famille. C'est quand même autre chose qu'aujourd'hui, où on risque pas grand-chose en étant gladiateur. J'ai l'impression que vous réhabilitez le pouvoir de la volonté à travers la figure de Caton. Est-ce que la volonté peut tout? Elle peut beaucoup. Je dirais jusqu'à dire presque tout aussi. Presque justement, ouais, c'est ce que dit aussi, c'est ce que disent les stoïciens plutôt que les épicuriens sur la question de la mort. On n'a pas trop le temps, mais je veux dire, quand vous dites à des gens, j'ai les moyens de vous permettre de penser la question de la mort en disant lisez Sénèque, lisez Marc Aurèle, lisez Épictète, et vous allez voir, la mort n'existe pas. Si elle est là, je n'y suis pas. Si je suis là, elle n'y est pas. On dira c'est joli, c'est un chiasme, etc. Mais ça marche vraiment très bien. Marche, ouais. Alors on dira c'est une pensée d'Épicure qui lui était un grec. Mais les Romains repensent ça très précisément. Ils disent mais la douleur et la souffrance, ça n'est jamais que l'idée qu'on a de la douleur et de la souffrance. Souvent, vous allez chez le dentiste, il n'a pas encore commencé son travail, vous avez déjà mal. Attendez, donc la douleur, c'est souvent l'idée qu'on a de la douleur. C'est ce que disent les stoïciens. Si vous savez que la douleur, c'est d'abord l'idée que vous en avez, vous pouvez travailler sur l'idée. Ça veut dire que vous travaillez sur la douleur. C'est une représentation. Et le pouvoir de la volonté est quand même très grand. Et moi, j'ai eu l'occasion, je dis ça depuis très longtemps, depuis que j'ai 17 ans, et dans des moments de douleur, de souffrance, d'AVC, d'infarctus, de deuil, ou je ne sais pas quoi, de pratiquer cette philosophie-là. Et évidemment, c'est comme quelqu'un qui voudrait commencer à être marathonien en 3 jours, on n'y parvient pas. Mais si on s'entraîne avec des exercices de philosophie antique de ce type-là, il y a un moment donné où, de fait, l'exercice de la volonté fait qu'elle est beaucoup plus praticable qu'elle ne l'était précédemment quand on ne s'en était pas occupé. Alors c'est ça, ce sont des exercices sur la vie, l'amour, l'amitié, la possession, l'action quotidienne. La politique. C'est absolument passionnant, il y a aussi un peu la politique. Vous avez beaucoup parlé de Lucien Gerfagnon. Il est venu souvent dans cette émission, parce que je l'aimais beaucoup aussi. J'ai un dernier cadeau pour vous. Le voilà, Lucien Gerfagnon, c'était quelques mois avant sa mort, en 2010. C'est sa dernière apparition à la télévision. Écoutez ce qu'est un grand professeur de philosophie. Il faut surtout, comme disait Saint-Simon, se considérer soi-même comme son pire ennemi. Parce qu'on est fort capable de se figurer qu'on est intelligent toujours et partout. D'ailleurs, les Grecs ont-ils dit autre chose? Gnotis et auton, connais-toi toi-même. Ça ne veut pas dire livre-toi aux délices de l'introspection. Ça veut simplement dire prends la mesure de ce que tu es, sache que tu n'es pas un dieu, etc. Et il dit Medenagan, rien de trop. Autrement dit, ne va pas souffler plus haut que tu n'as l'esprit. Il est là, votre vieux maître, dans cette idée, ne va pas souffler plus haut que tu n'as l'esprit? Ben, il est tout entier là, oui, parce qu'il y a son humour, sa drôlerie, sa science, son savoir, sa sagesse, sa façon de transmettre. C'est-à-dire qu'il faisait des cours, on prenait très peu de notes, et en fin d'année, on avait tout retenu. C'était un formidable professeur, un formidable pédagogue, il était drôle, intelligent, il maîtrisait évidemment son sujet, il avait l'art des raccourcis, des formules, enfin... J'ajoute que ce livre, Sagesse, est aussi un traité qui réhabilite la relation entre le maître
et le disciple, qui n'est pas une relation évidemment de pouvoir, de suggestion, de puissance, mais simplement d'affranchissement, de savoir, de libération de soi. Alors, c'est Roma Amor, un peu la façon dont vous parlez de Rome. Roma Amor, le très célèbre anagramme. Et il y en a une deuxième qui est moins connue, c'est Maro. Maro, qui est le nom de Virgile. Et je crois qu'il a écrit à Rome. Donc Roma, ça fait Amor et aussi Maro.